Cette vidéo retrace l'histoire et la préhistoire du territoire où se situent actuellement les États-Unis d'Amérique, depuis l'arrivée des tout premiers humains jusqu'à aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Depuis les débuts des premiers humains il y a 2,5 millions d'années, plusieurs espèces humaines migrent à travers l'Afrique et l'Eurasie et évoluent. Mais de l'autre côté des océans, un autre continent entier reste encore hors de leur portée. Cependant, il y a environ 100 000 ans, la Terre entre dans une nouvelle ère glaciaire et la glace s'accumule tellement qu'elle fait baisser le niveau des océans au point de faire émerger une nouvelle bande de terre entre la Sibérie et l'Alaska. Et c'est durant cette période que l'espèce humaine des sapiens migre elle aussi en Eurasie. Pour des raisons que l'on ignore, elle finit par y supplanter les autres espèces humaines et parvient à passer seule en Alaska. Mais à ce moment-là, le climat se réchauffe de nouveau, entraînant d'abord une fonte des glaces qui libère un passage pour migrer vers le sud, puis une remontée des eaux qui sépare de nouveau les deux continents. Mais les animaux géants et les chevaux qui vivent sur ce continent ne sont pas adaptés au réchauffement climatique et finissent donc par disparaître, n'étant pas aidés non plus par les humains qui se répandent dans tout le territoire et améliorent leurs outils de chasse. Ces groupes d'humains, qui sont nomades, adaptent donc leur mode de vie en fonction du climat de la région où ils se trouvent. Depuis les grandes plaines remplies de plantes et de bisons, jusqu'au désert aride du sud-ouest où le manque de nourriture les pousse à cultiver des plantes et à construire des abris en pierre pour se protéger du soleil, en passant par les climats plus doux des côtes et des forêts à l'est du Mississippi, où se forment plein de sociétés de chasseurs-cueilleurs au mode de vie très varié. Certaines de ces sociétés grandissent et développent la poterie et le commerce jusqu'à ce que l'accumulation de richesses crée à partir de 1000 avant notre ère des élites commerciales mais aussi religieuses basées sur le chaman, ses rituels et l'édification de grands monticules de terre pour y enterrer l'élite. Ce sont les cultures d'Adena puis de Hopewell qui durent jusqu'en 500 après Jésus-Christ. Mais pendant ce temps, en Amérique centrale, l'agriculture remplace la chasse et la cueillette et se propage lentement vers le nord. D'abord dans les régions arides où les peuples des Hohokam et des Mogollon construisent des systèmes d'irrigation pour cultiver de nombreuses plantes dont le maïs et où émergent les peuples agriculteurs des Anasazi, Frémont et Patayan. Puis elle se répand à l'est du Mississippi où les peuples aux monticules de terre se mettent à la culture intensive du maïs à partir de 800 après Jésus-Christ. On les appelle alors les Mississippiens. Et enfin, autour de l'an 1000, elle se propage chez les peuples nomades des plaines centrales et des forêts du nord-est, créant de grands villages permanents entourés de vastes champs. Ces communautés du nord-est sont très nombreuses et ont des traditions et des langues différentes, mais elles ont généralement comme point commun qu'elles choisissent leur chef pour sa capacité à prendre les bonnes décisions pour son clan, celui-ci pouvant même parfois être une femme. Mais ce qui ne les empêche pas d'entrer régulièrement en conflit, car pour eux, chaque crime doit être vengé par des attaques éclairs ou des captures de prisonniers qui sont ensuite torturés ou mis en esclavage. Et c'est parmi ces communautés que les navigateurs vikings, qui explorent les mers jusqu'au Groenland puis encore plus loin, fondent une petite colonie dans une région qu'ils appellent Vinland, où ils commercent avec les locaux avant qu'éclate un conflit qui les fait partir sans jamais revenir. Et pendant ce temps, dans les sociétés très hiérarchisées du Sud, l'agriculture du maïs devient un aspect central de leur culture, ce qui renforce le pouvoir des prêtres qui protègent les cultures de maïs avec leurs rituels et de l'élite qui accumule les récoltes, favorisant la création de grands villages et de nouveaux grands centres religieux, artistiques et commerciaux qui sont aussi des calendriers astronomiques ultra précis pour les récoltes, comme Mesa Verde et Pueblo Bonito chez les Anasazi, ou encore Cahokia chez les Mississippiens, dont les fortifications abritent jusqu'à 15 000 habitants au milieu de monticules de terre toujours plus hauts où sont parfois faits des sacrifices humains. Mais entre 1250 et 1450, une alternance entre sécheresse et grosses pluies, couplée à une agriculture intensive qui déboise et appauvrit les sols, discrédite à la fois les élites qui continuent d'accumuler les richesses et les prêtres incapables de s'attirer les faveurs de la nature. Ça provoque des guerres entre chefferies et des guerres civiles qui mènent à l'abandon des grands centres et à la dispersion de tous leurs habitants. Le style de vie mississippien ne perdure que dans le sud, avec entre autres les Caddo, puis les Chactas, Chickasha et les Natchez, tandis qu'au sud-ouest, certains clans des anciens Anasazi, Hohokam et Mogollon se réagrègent en petits villages sous de nouveaux noms comme les Hopis ou les Unis, laissant les peuples nomades des Utes, Paiutes et Shoshone prendre de l'ampleur dans la région. Ces peuples nomades vivent de la chasse au bison,
comme les peuples des Grandes Plaines, et sont rejoints au XVe siècle ou avant par de petites bandes de chasseurs-cueilleurs athapascans venus du nord. Certaines de ces bandes deviennent agriculteurs, comme les Dinais, appelés plus tard Navarros, tandis que d'autres restent nomades, alternant entre commerce et raids contre les peuples plus sédentaires. Des raids, il y en a aussi plein entre les nations guerrières du Nord-Est, où un engrenage de vengeance les pousse à s'allier en confédération. La plus connue étant celle des 5 nations, qui se rassemblent en 1450 ou avant, sous le nom de Haudenosaunee, le peuple aux longues maisons, créant une constitution et un grand conseil où chaque femme chef de clan envoie un émissaire pour débattre des grandes décisions à prendre. Tandis que sur la côte ouest et en Floride, la nourriture est tellement variée que plein de sociétés de chasseurs-cueilleurs et de pêcheurs se développent sans avoir à faire d'agriculture, comme les Calusa et les Timucua qui sont de plus en plus peuplés. Bien sûr, il y a des centaines d'autres peuples installés sur tout le territoire dont on ne connaît pas le nom. Mais avant d'aller plus loin, allons voir ce qui se passe du côté de l'Europe, où l'évolution et les inventions humaines ont pris un tout autre chemin. Les plantes cultivables sont différentes, les chevaux n'ont pas disparu, d'ailleurs les animaux domesticables sont bien plus nombreux et leur proximité avec les humains répand de nombreuses maladies contre lesquelles ils s'immunisent au cours des millénaires, et la maîtrise des métaux a mené à l'invention d'armes à feu et de monnaies basées sur l'or. De plus, un grand réseau de commerce s'y est développé avec l'Asie, aussi appelée les Indes, pour importer des épices qui relèvent le goût des aliments européens. Ce commerce représente un énorme potentiel de richesse, mais la multitude d'intermédiaires rend les épices chères, d'autant plus qu'en 1453, l'Empire ottoman conquiert le territoire où passent justement toutes ces denrées. Et dès 1479, il accorde à Venise et à Gênes des monopoles commerciaux qui empêchent les autres pays d'en profiter. Or, le Portugal et l'Espagne ont récemment pas mal amélioré leur technique de navigation pour coloniser des îles toujours plus éloignées dans l'Atlantique. Émerge alors l'idée de trouver un nouveau passage libre de toute douane ou monopole vers les Indes. Pour cela, le Portugal veut contourner l'Afrique, tandis que l'Espagne, poussée par le navigateur Cristóbal Colón, décide carrément de rejoindre les Indes en traversant l'Atlantique. Et c'est ainsi qu'en 1492, Cristóbal Colón débarque sur des îles qu'il croit faire partie des Indes et conquiert les peuples Taïnos et Caribes qu'il appelle par erreur des Indiens. Tout le monde pense alors que l'on peut atteindre l'Asie via l'Atlantique. Les tensions montent entre l'Espagne et le Portugal pour savoir qui pourra coloniser ces terres, et le pape, qui y voit une belle opportunité de convertir ces peuples au catholicisme, les départage en donnant les terres inconnues de l'Ouest à l'Espagne et celles de l'Est au Portugal. Mais malgré ce partage, l'Angleterre y va quand même, et y trouve de grands bancs de morues qui attirent des milliers de pêcheurs européens qui entrent en contact avec les confédérations du Nord-Est. Et le Portugal y va lui aussi, et comprend avec Amerigo Vespucci que ce ne sont pas des îles qui sont sur le chemin vers l'Asie, mais carrément un continent. On nomme alors le continent d'après Amerigo, America. De son côté, l'Espagne christianise et met en esclavage les peuples locaux pour trouver des mines d'or et travailler dans les plantations de canne à sucre, tabac, etc. Et les conquistadors partent sur le continent pour trouver encore plus d'or et d'esclaves. Et c'est comme ça qu'Hernán Cortés puis Francisco Pizarro conquièrent en seulement quelques années les grands empires mexicains et incas. Grâce à leurs chevaux et armes à feu, mais surtout en s'alliant aux nombreux peuples opprimés par ces empires et en surfant sans le savoir sur de grandes épidémies de variole qu'ils amènent avec eux et qui tuent parfois avant même qu'ils arrivent des centaines de milliers d'habitants qui ne sont pas encore immunisés contre les maladies européennes. Plus au nord, par contre, la conquête est moins simple. Les 3 expéditions espagnoles en Floride sont repoussées par les Calusa, Timucua et autres nations, dont les attaques éclairs et la rapidité à l'arc sont plus efficaces que la lenteur et lourdeur des arquebuses et armures en fer. Et en plus, malgré les rumeurs de cité d'or, ni le français Jacques Cartier ni l'espagnol Coronado ne trouvent d'or au nord de ce continent. Coronado étant déçu, il détruit et pille des villages unis et Hopi. Par contre, ces premiers contacts avec les Européens amènent d'énormes épidémies qui ravagent les nations. La multitude de villages côtiers se vide et les villes des Caddo et des Cusas sont presque totalement désintégrées, ce qui permet aux Européens d'y fonder leurs premières colonies. Alors, pourquoi fonder des colonies ? Tout d'abord pour attaquer les galions espagnols remplis d'or volés aux Mexicains et aux Incas.
c'est l'époque des corsaires. Les Français fondent des bases en Floride, mais l'Espagne les détruit et verrouille l'accès à ces terres en fondant ses premières colonies permanentes. Et tandis que les Anglais fondent eux aussi une base qui est vite abandonnée, l'Espagnol Juan de Oñate implante des avant-postes dans le sud-ouest pour sécuriser ce territoire. Deuxièmement, les Européens viennent pour la pêche à la morue et pour acheter aux nations locales des fourrures de castor, très à la mode en Europe. Dès 1600, des compagnies privées soutenues par les rois européens fondent, après plusieurs essais ratés, des comptoirs commerciaux de fourrures. Port-Royal et Québec en Nouvelle-France, le village anglais de Jamestown en Virginie et les comptoirs néerlandais de Fort-Nassau, puis Fort-Orange et la Nouvelle-Amsterdam en Nouvelle-Néerlande. Et enfin, d'autres Européens veulent fonder en Amérique du Nord des communautés utopiques, où des minorités religieuses pourraient vivre leur foi sans répression. Car au XVIe siècle, en Europe, de nombreux courants chrétiens se sont séparés de l'Église, qu'ils jugent corrompue, et certains subissent des répressions, comme les puritains séparatistes anglais, qui partent fonder la colonie de Plymouth en 1620 sur les terres de la nation Wampanoag. Donc toutes ces petites colonies européennes sont installées au milieu de nombreuses nations et chefferies. Elles ont donc besoin de s'allier aux nations locales pour plein de raisons, pour survivre aux attaques potentielles, au climat, au manque d'agriculteurs dans les colonies, pour commercer avec les nations et pour que les moines les christianisent. Et de leur côté, les nations locales veulent aussi s'allier aux Européens. Tout d'abord parce qu'elles subissent de plein fouet les maladies européennes, tuant 90% de certains peuples et provoquant famine, désintégration des sociétés et guerre entre nations. Beaucoup adoptent alors le christianisme car les moines qui s'installent dans leur communauté sont immunisés aux maladies et passent pour de grands chamans qui les convainquent de se convertir. Et de plus, les guerres incitent les nations à vouloir profiter des chevaux et des armes à feu des Européens, et aussi à avoir en échange des fourrures le monopole de leurs métaux, textiles et objets en verre, qu'aucune nation ne sait fabriquer, et donc qui leur donne un gros avantage commercial face à leurs ennemis. Et c'est pourquoi des alliances se forment via des cérémonies ou des mariages. Mais ces alliances initiales évoluent différemment en fonction de chaque colonie. La Nouvelle-Espagne privilégie vite l'assimilation et la répression. Assimilation car, en échange d'être protégés par les Espagnols contre les raids des nations ennemies, ils poussent les peuples à se convertir au mode de vie européen, jusqu'à même se marier entre Espagnols et locaux et donner une population métissée qui peut accéder aux hauts postes administratifs de la colonie. Et répression car ces peuples doivent aussi payer des impôts, travailler pour eux et leur fournir de la nourriture au risque d'être massacrés s'ils refusent. Les meilleures terres sont réservées aux Espagnols et beaucoup de locaux tombent dans la misère. En Nouvelle-France, bien que chaque camp se sente supérieur à l'autre, c'est plutôt une relation de coopération qui se maintient. Dès 1603, Samuel Champlain s'allie à de nombreuses nations et part en raid avec eux contre les Haudenosaunee, qu'ils appellent Iroquois. Ces alliances perdurent car les Français n'ont pas besoin d'être nombreux pour faire marcher le commerce de fourrure et ils n'empiètent donc pas sur les territoires de leurs alliés. Par contre, chez les Anglais, c'est la séparation qui prédomine, que ce soit les puritains qui veulent vivre leur utopie seuls, ou encore les colons de Jamestown, où John Rolfe importe dès 1612 une variété de tabac des Caraïbes dont l'Angleterre raffole. Ça attire de nombreux colons à qui la Compagnie de Londres donne arbitrairement des terres cultivables qui empiètent sur les terres de la puissante nation des Powhatan. Le mariage en 1614 entre John Rolfe et la fille du chef Powhatan, Pocahontas, pacifie les relations, mais l'arrivée massive d'engagés dans les plantations attise les tensions et entraîne le massacre par les Powhatan d'un tiers des colons anglais en 1622, qui riposte avec autant de violence. Les relations sont alors rompues. Mais encore plus que les plantations de tabac, ce sont le commerce et l'utopie religieuse qui attirent eux aussi plein de nouveaux colons européens. L'oppression des Espagnols et la soif de terre des Anglais mènent à des révoltes de natifs qui sont réprimés dans le sang et les épidémies reprennent de plus belle. Pour compenser les pertes humaines dues aux épidémies, les Iroquois se lancent alors dans des raids contre les autres nations, afin d'enlever leurs habitants pour soit les manger et acquérir leur force, soit les intégrer dans leur société iroquoise, pour maintenir leur nombre. Ce sont les guerres de deuil. Mais ils combattent aussi pour le fameux monopole du commerce de fourrure de castor, qu'ils commercent avec les Néerlandais et dont la surchasse les pousse toujours plus loin jusqu'à attaquer les fournisseurs de fourrure des Canadiens, comme les Wendat, appelés aussi Hurons, ou encore les Anishinabeg et les Inuits.
Ceux-ci résistent, mais dès 1639, les Iroquois augmentent leur puissance en obtenant des Néerlandais des armes à feu, alors que les Canadiens ne veulent pas en fournir à leurs alliés Wendat, de peur qu'ils ne se retournent un jour contre eux. Et c'est pourquoi, dès 1648, avec leur nouvelle puissance de feu, les Iroquois absorbent la moitié des Wendat, en tuent beaucoup d'autres, puis continuent leur raid encore plus loin, détruisant les peuples qui formaient le réseau de commerce des Canadiens. Tandis que les plaines du Nord deviennent le refuge de survivants aux langues et aux cultures différentes, mais obligés de vivre ensemble, créant au fil des décennies et des conflits internes de nouveaux peuples. Les Canadiens partent alors plus loin dans les terres pour recréer leur réseau commercial, et pour cela, ils s'attellent à pacifier les relations entre nations locales et à soudoyer les chefs de chaque communauté pour former un grand réseau d'alliances, basé sur des dons de cadeaux et cette fois d'armes à feu. Ce qui leur permet par là même de rivaliser en puissance contre les Iroquois et contre les colonies britanniques qui ne cessent de grandir, avec la conquête temporaire de l'Acadie française, la nouvelle colonie de Caroline, dont les planteurs débutent l'esclavage des Noirs et des Natifs via le commerce triangulaire, puis la conquête de la Nouvelle-Néerlande en 1664, les comptoirs commerciaux de la baie du Hudson, la colonisation des Bahamas, et enfin, en 1682, la colonie de Pennsylvanie, où le mouvement religieux des Quakers veut créer une société anti-esclavagiste où toutes les religions peuvent coexister. Et tous ces colons se répandent dans les terres. Certaines nations locales peu touchées par cette expansion s'allient avec les Britanniques, comme les Iroquois, Catawba et Chicachas, qui échangent contre des armes à feu, des peaux de castor, de cerf ou des esclaves, et les Lenape, qui signent au début un traité honnête avec la Pennsylvanie. Mais au nord-est, les colons affluent sur les terres des natifs, qui se révoltent contre les intrusions des puritains et contre l'introduction de l'alcool dans leur société. Ce qui vaut aux Wampanoag, Narragansett et autres nations d'être massacrés par les Britanniques et leurs alliés iroquois, vendus comme esclaves, placés dans des villages chrétiens ou des réserves et d'être presque exterminés. Tandis que d'autres nations rejoignent alors l'alliance franco-indienne pour se protéger. Cependant, l'intolérance des puritains peut aussi se retourner contre les colons eux-mêmes, avec en 1692, dans le village de Salem, une série d'accusations de sorcellerie qui mènent à l'arrestation et la pendaison de nombreuses personnes. Et du côté des colonies espagnoles, ce sont les Pueblos qui se révoltent en 1680 contre les moines catholiques qui leur interdisent de pratiquer leurs croyances. Et cette fois, ils parviennent à expulser les Espagnols pendant 12 ans. Cette révolte libère aussi de nombreux chevaux espagnols que les tribus nomades des Apaches apprennent à monter pour lancer des raids toujours plus loin, et c'est ainsi que les chevaux se répandent dans les grandes plaines, tandis que depuis l'Est, les Français répandent les armes à feu. Des tribus profitent alors de leur nouvelle mobilité et puissance de feu pour étendre leur territoire et se déplacer vers des régions plus abondantes en bisons et en herbes pour nourrir les chevaux, provoquant sur leur passage de nombreux conflits et migrations de peuples. C'est le début de l'expansion des puissantes tribus nomades des Shoshones, Comanches, Apaches, Sioux, Cheyennes, etc. qui alternent entre commerce et guerre avec leurs voisins. Ces tribus, composées d'une multitude de petits groupes, créent des cultures propres à la vie nomade des plaines, avec comme point commun le cheval, les raids, la chasse au bison et des danses dédiées au grand esprit. De son côté, l'alliance franco-indienne s'étend de plus en plus. Les Français explorent la région du Mississippi, que Cavalier de La Salle nomme Louisiane en l'honneur du roi Louis XIV, puis lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, ils repoussent les Anglais et leurs alliés iroquois, avec qui ils finissent par signer une grande paix en 1701, afin qu'ils aillent faire leur guerre de deuil plus au sud, et enfin, ils établissent des forts en Louisiane, afin de contenir l'expansion des colonies britanniques, et s'allient à de nouvelles nations, dont les puissants Natchez et Chactaw, en les aidant à faire la paix avec les chercheurs d'esclaves Chicachas. Mais bien sûr, ces nouveaux contacts amènent de lourdes épidémies. Seules les puissantes nations survivent comme elles peuvent, et les plus petites s'installent proches des postes français pour être protégées et converties au catholicisme, ou s'amalgament au sein d'un nouveau peuple, les Muskogees, appelés aussi les Creeks. Et lorsqu'en 1702, la guerre de succession d'Espagne éclate en Europe, les Britanniques de Caroline s'allient aux Creeks qui attaquent les Espagnols et dévastent ce qu'il reste de leurs alliés Appalaches et Timucua pour capturer des esclaves. Les survivants s'amalgament alors eux aussi en un nouveau peuple, les Séminoles. Le conflit a lieu aussi au nord contre les Canadiens, mais en 1713, un traité de paix est signé en Europe et la France et l'Espagne, qui sont affaiblies, doivent donner à la Grande-Bretagne Terre-Neuve, l'Acadie et les monopoles du commerce de fourrure dans la baie d'Hudson et du commerce d'esclaves vers les colonies espagnoles.
Les colonies britanniques gagnent ainsi beaucoup de puissance et font de plus en plus pression sur les nations locales. Les Tuscarora et les Yamasasi mènent deux grandes révoltes, mais finissent par se faire exterminer avec les nations alentours, et ce sont désormais des centaines de milliers de personnes qui arrivent pour obtenir des terres, un travail ou fuir l'oppression, et des centaines de milliers d'autres y sont amenés contre leur gré, comme bagnards ou esclaves. Ce qui fait que les colonies grandissent encore plus au détriment des nations qui se font petit à petit rogner leurs terres, et beaucoup se font alors repousser vers l'ouest, intégrant les nations Mingo, Shawnee, Catawba, Cherokee et Creek, qui se font eux-mêmes la guerre pour le monopole du commerce avec les Britanniques. Mais les colonies espagnoles et françaises sont elles aussi totalement dépassées par cet afflux, et compensent leur faible nombre par toujours plus de forts et d'alliances qui commencent à coûter cher en cadeau à la France. D'ailleurs, les colonies françaises entrent pour la première fois en guerre contre des nations alliées, contre les Winnebago et les Renards pour contrôler les rivières du Nord où sont transportées les fourrures, et contre les Natchez qui ne veulent plus payer de tribut et sont exterminés par les colons et vendus comme esclaves pour les nouvelles plantations de Louisiane. Mais leurs plus gros ennemis restent les Britanniques, avec qui ils se disputent dorénavant une région riche en terres et en commerce de fourrure, la vallée de l'Ohio. Les deux puissances et leurs alliés entrent en guerre en 1754, sur laquelle se superpose la guerre de 7 ans qui s'est déclenchée en Europe, alliant une nouvelle fois la France et l'Espagne contre la Grande-Bretagne. Et c'est la Grande-Bretagne qui en sort victorieuse en conquérant les Antilles et le Canada. Pour conserver leurs Antilles, l'Espagne doit alors céder la Floride aux Britanniques, mais garde le sud-ouest, et la France doit céder toutes ses colonies et forts, sauf la partie de la Louisiane à l'est du Mississippi, qu'elle donne secrètement à son allié espagnol pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Britanniques. C'est la fin des colonies françaises en Amérique du Nord, et le début de l'hégémonie britannique qui tente alors d'assimiler les Canadiens. Le problème, c'est que les colons britanniques, de 1, ne voient pas leur nouveau territoire comme des îlots de colonies au milieu de nations autochtones, mais comme un territoire entier où ils peuvent s'installer, et de 2, ils remplacent le système d'alliance français par un système de domination incluant arrêt des ventes d'armes, arrêt des cadeaux d'alliance et fort mépris à l'égard des natifs. C'est pourquoi de nombreuses nations, menées par le Odawa Pontiac, se rassemblent pour lutter contre ces nouveaux colons, et s'emparent de la plupart des forts britanniques, ravagent les cultures et tuent de nombreux colons de l'arrière-pays. Pour apaiser ces conflits, le roi de Grande-Bretagne garantit à ces nations un territoire à elles, au-delà des montagnes des Appalaches, où les colons britanniques n'ont plus le droit de s'installer, ce qui permet petit à petit de signer des traités de paix. Mais du coup, les colons sont empêchés de s'étendre vers l'ouest, où les terres sont fertiles, et ça leur plaît pas du tout, car le territoire actuel est déjà saturé d'habitants. De plus, la dette accumulée durant la guerre de 7 ans pousse la Grande-Bretagne à augmenter les droits de douane et les impôts des colonies, sans pour autant les inclure dans le Parlement britannique, ce qui creuse un fossé entre colons et métropole et entraîne des passages illégaux de frontières, des boycotts et des émeutes dont la plus connue est la Boston Tea Party pour protester contre les droits de douane sur le thé. La Grande-Bretagne réprime les émeutes et en 1774, elle étend les frontières du Québec dans l'Ohio, non pas pour autoriser sa colonisation, mais au contraire pour bloquer l'avancée des colons de l'Est, ce qui pousse 12 colonies à se rassembler dans un congrès à Philadelphie pour lever contre la Grande-Bretagne une armée de volontaires dont le chef est le planteur virginien George Washington. Elle tente de rallier les anciennes colonies de France et d'Espagne, mais celles-ci restent neutres ou pro-britanniques, et ce sont au final 13 colonies qui déclarent leur indépendance de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776 pour créer une république. Deux camps se forment alors au sein des colonies, les patriotes qui veulent l'indépendance et les loyalistes qui veulent rester britanniques. Et à chacun de ces camps s'ajoutent premièrement des nations autochtones, dont beaucoup de jeunes natifs s'allient aux loyalistes par peur que les patriotes rejettent les traités négociés avec les Britanniques, et deuxièmement des esclaves africains, à qui chaque camp promet la liberté s'ils gagnent. L'armée britannique prend rapidement New York, mais les techniques d'embuscade de George Washington et son alliance avec l'Espagne et surtout la France, qui souhaite affaiblir la Grande-Bretagne et récupérer son commerce colonial, permet aux patriotes de les repousser. Et en 1783, la Grande-Bretagne finit donc par reconnaître l'indépendance des 13 colonies, qui deviennent 13 États indépendants rassemblés dans une union qu'on appelle les États-Unis d'Amérique.
Donc les loyalistes ont perdu, et qu'ils soient blancs, natifs ou noirs, ils sont exilés et leurs terres confisquées. Les frontières des États-Unis sont repoussées jusqu'au Mississippi, même si des traités délimitent encore les territoires des nations autochtones, et la Floride est redonnée aux Espagnols. Un gouvernement qui englobe tous les États est créé, c'est le gouvernement fédéral, dont le degré de pouvoir face aux États divise le pays, et le droit de vote est donné aux hommes blancs qui élisent leur premier président de la République en 1789, George Washington, dont la Déclaration des droits leur garantit de nombreuses libertés, tandis que certains États du Nord ont déjà commencé à interdire l'esclavage. Mais pendant que les États-Unis devenaient indépendants, ça bougeait aussi à l'ouest. Les Russes et les marchands de Boston y chassent de plus en plus l'otarie, dont les peaux sont très demandées en Chine, introduisant au passage les armes à feu et l'alcool dans les sociétés autochtones. Et pour limiter leur expansion, la Nouvelle-Espagne bâtit de plus en plus de forts et de missions catholiques dans sa frontière nord et aussi en Californie, où ils tentent de convertir les locaux et de les faire travailler pour eux, comme à San Diego, San Francisco, Los Angeles, etc. Mais ces incursions européennes et russes, couplées dès 1779 à une énorme épidémie venant de Mexico, répand les maladies dans tout l'Ouest, tuant un tiers des habitants de la côte ouest, 90% des Hopis et une grande partie des peuples des Grandes Plaines. Les nomades comme les Sioux sont un peu moins affectés car ils vivent en petits groupes toujours en mouvement et ils en profitent pour étendre leur territoire, dans un espace que la Nouvelle-Espagne considère possédé, alors même qu'elle n'y est pas présente. Donc dorénavant, pour une meilleure lisibilité de la carte, j'enlève les petits peuples de l'Ouest, mais gardez bien en tête qu'ils sont toujours là. Alors, revenons sur la côte Est. Aux États-Unis arrivent maintenant des millions de migrants, auxquels s'ajoute une croissance démographique en flèche, il leur faut donc agrandir leur territoire. Ils achètent des terres aux nations autochtones via de multiples traités qui sont souvent signés sous la menace, la corruption ou carrément avec quelqu'un qui n'a pas de droit sur ces territoires, ce qui crée des conflits. Et juste après que les Espagnols cèdent la Louisiane à Napoléon, les États-Unis la lui rachètent pour s'étendre encore plus. Donc face à cet afflux de migrants, des divisions se créent au sein des nations autochtones. Faut-il fuir, résister ou bien s'occidentaliser? Car vendre ces territoires de chasse aux États-Unis et devenir fermier chrétien permet aux natifs d'être autorisés à rester chez eux et potentiellement de s'enrichir avec les plantations et les esclaves. En 1811, des membres des nations de la vallée de l'Ohio choisissent de résister en formant une grande alliance menée par Tecumseh qui est soutenue par le Canada britannique. Mais les États-Unis finissent par les battre et se retournent contre le Canada que par contre ils n'arrivent pas à conquérir. À l'opposé, beaucoup de natifs des 5 grandes nations du Sud-Est choisissent de s'occidentaliser pour conserver leurs terres. Mais une partie des Creeks, appelée Red Stick, n'est pas d'accord et entame une guerre civile en 1813 dans laquelle les États-Unis interviennent et en profitent pour déposséder chaque camp d'une grande partie de son territoire. Une fois cela fait, les États-Unis réduisent les nations de l'Ohio dans des réserves, répriment une révolte des Séminoles en 1818, ce qui leur permet d'envahir la Floride désertée par les Espagnols pour mieux les contenir, puis négocient avec le Canada une occupation partagée de l'Oregon pour le commerce de fourrure. Et alors que le Mexique prend à son tour son indépendance face à l'Espagne, l'industrialisation des États-Unis exige toujours plus de terres. Premièrement pour la demande de coton en hausse, qui d'ailleurs provoque dès 1821 2 révoltes d'esclaves violemment réprimées, et deuxièmement pour le chemin de fer qui attire toujours plus de travailleurs. Et quand on trouve en plus de l'or en Géorgie, les besoins en terre prennent vite le dessus sur les accords signés avec les nations, qu'elles soient occidentalisées ou non. Dès 1830, 2 grands axes permettent aux États-Unis d'obtenir davantage de territoire. Premièrement, le président Andrew Jackson met en place une déportation massive des nations autochtones qui parquent dans des camps puis expulsent dans des conditions terribles des centaines de milliers de natifs, principalement au Kansas actuel, et dans une grande réserve appelée le territoire indien, laissant ainsi le champ libre aux migrants de s'installer. Et ce qui répand probablement de nouvelles épidémies de variole dans les Grandes Plaines, où environ 1 personne sur 2 est tuée. Et deuxièmement, beaucoup de colons s'implantent dans les territoires mexicains moins peuplés. Que ce soit en Californie, où le gouvernement mexicain dépossède lui aussi de leurs terres les natifs qui vivaient dans les missions catholiques, et déclenche de nombreux massacres et guerres qui tuent 1/3 des populations autochtones. Mais surtout au Texas, au point d'y surpasser en nombre les hispaniques, d'en déclarer l'indépendance en 1836 et de le rattacher aux États-Unis en 1845, provoquant une guerre entre les deux pays qui se termine par la victoire des États-Unis qui obtiennent en 1848 une bonne partie du nord du Mexique.
Et c'est juste au moment où la Californie passe aux mains des États-Unis que la nouvelle se répand. Un homme y a découvert de l'or. Ce sont alors des centaines de milliers de chercheurs d'or qui y débarquent en seulement 4 ans. C'est la ruée vers l'or en Californie. Les peuples locaux sont encerclés de toutes parts, provoquant massacres et mise en esclavage, et le bétail amené par les colons détruit leurs zones de chasse et de cueillette, les réduisant à la famine et l'alcoolisme. Mais pour arriver en Californie, la marée de colons passe aussi par les nations des Grandes Plaines, qui déjà fragilisées par les épidémies d'il y a 10 ans, se retrouvent elles aussi submergées par les Blancs. Et après de nombreux conflits, les États-Unis finissent par signer dès 1851 de grands traités avec les nations des Plaines, qui, en échange de cadeaux et de paiements annuels, acceptent de ne pas attaquer les trains blancs et de rester dans des frontières prédéfinies. Et pendant ce temps, dans les États de l'Est, l'industrialisation chamboule le mode de vie des gens, qui cherchent alors des réponses dans des prophètes et de nouveaux courants protestants, comme les adventistes, les Shakers, les unitariens, ou encore les mormons, qui partent s'installer à l'ouest chez les Utes et Paiutes. Et la société se divise sur de nouveaux sujets, comme le droit des femmes, du travail, l'éducation, ou encore la peur de l'arrivée de nouveaux migrants, soit parce qu'ils sont catholiques, comme les Irlandais, soit parce qu'ils risquent de prendre le travail des autres. Mais surtout, l'industrialisation spécialise les régions et creuse un fossé entre elles. Les États du Nord veulent un pouvoir fédéral fort qui soutient l'industrie et la finance, et les États du Sud, beaucoup moins peuplés, veulent que chaque État soit plus indépendant pour garder leur mode de vie de planteurs basé sur l'esclavage. Et c'est cet esclavage qui cristallise les tensions. Déjà car de plus en plus d'esclaves fuient vers le nord pour vivre libres via le réseau clandestin du Underground Railroad, mais surtout car la conquête de l'Ouest entraîne la création de nouveaux États qui, s'ils autorisent l'esclavage, attirent les planteurs et renforcent donc le camp du Sud, tandis que s'ils l'interdisent, ils renforcent le camp du Nord. Pour maintenir l'équilibre, deux compromis divisent le territoire entre sud esclavagiste et nord libre. Mais les tensions grandissent et entraînent une guerre civile au Kansas, un renforcement des discriminations contre les Noirs et la création d'un parti républicain anti-esclavagiste. Et qu'en fin 1860, c'est finalement le républicain Abraham Lincoln qui est élu président, même s'il ne comptait pas abolir directement l'esclavage, 11 États du Sud font sécession et créent leur propre pays, les États confédérés d'Amérique. C'est le début de la guerre de sécession entre la Confédération et l'Union. Chaque camp s'allie à des natifs en leur promettant de protéger leur territoire s'ils gagnent, et après quelques victoires des confédérés, c'est l'Union qui finit par prendre le dessus. Mais la guerre s'enlise et Lincoln a besoin de plus de soldats. C'est pourquoi en 1863, il abolit l'esclavage dans les États confédérés, menant au ralliement de nombreux Noirs à l'Union, ce qui ne plaît pas aux travailleurs du Nord pour qui le marché du travail est déjà saturé. Et il instaure la conscription qui oblige les jeunes à partir à la guerre. Ça entraîne de violentes émeutes à New York, mais l'Union finit quand même par battre les Confédérés en 1865, ce qui vaut à Lincoln d'être assassiné juste après. Bilan de la guerre de sécession, 620 000 morts, les 11 États du Sud sont progressivement réintégrés aux États-Unis, le pouvoir fédéral est renforcé et c'est la victoire de l'industrie et de la finance sur le modèle agricole du Sud. Quant aux Noirs, ils sont désormais libres puis citoyens pour que les républicains récupèrent leur vote, ce qui n'empêche pas le racisme de persister au Nord comme au Sud, où un sursaut anti-noir crée des lois qui limitent localement leur liberté et crée le Ku Klux Klan qui instaure la terreur pour empêcher les Noirs de voter. Mais en parallèle de la guerre de sécession, de l'or est aussi trouvé dans les plaines de l'Ouest, et Lincoln avait voté une loi en 1862 qui y donne des terres gratuites. Des villes minières poussent alors comme des champignons, et des centaines de milliers de fermiers, dont le voyage est simplifié par les nouveaux chemins de fer en construction, s'installent sur les terres des nations des plaines au détriment des traités. Cela provoque de nombreuses guerres, raids et massacres, dont la déportation des Mescaleros Apaches et des Navajos dans un camp de concentration, jusqu'à ce que le gouvernement parvienne à négocier de nouveaux traités qui réduisent les territoires des nations des plaines et d'Alaska dans des réserves et en envoient d'autres dans le territoire indien, d'après eux pour protéger chaque camp de l'hostilité de l'autre et pour leur donner les mêmes droits que les Blancs en tant que citoyens. Mais le problème, c'est que pour les nations, devenir citoyen des États-Unis signifie perdre leur souveraineté et abandonner leur culture et leur religion. Ajoutez à ça la forte réduction de leur territoire, la surchasse du bison par les Blancs qui rend les réserves dépendantes des rations alimentaires livrées par le gouvernement fédéral, des agents fédéraux qui sont corrompus et qui gardent pour eux ces rations, et des terres peu fertiles rassemblant parfois plusieurs nations ennemies.
Et c'est pourquoi certains groupes de jeunes Cheyenne, Comanches, Sioux, Nez Percés, Modoc et Apache Chiriwaka refusent d'aller dans ces réserves et continuent leur mode de vie nomade basé sur la chasse au bison, le vol de chevaux et les raids contre les tribus ennemies et surtout contre les colons blancs. L'armée envoie alors des milliers de soldats pour réprimer ces groupes qui mettent le chaos dans la région, et en 1875, le général Custer découvre de l'or dans la région sacrée des Black Hills, de la réserve Sioux, et le gouvernement tente alors d'occuper ces terres. Les chefs Sioux Crazy Horse et Sitting Bull rassemblent alors de nombreux jeunes guerriers Sioux et Cheyenne et massacrent l'armée de Custer lors de la bataille de Little Bighorn. Choqué par cette défaite, le gouvernement envoie encore plus de soldats pour déporter de force tous les natifs dans les réserves. Sitting Bull doit s'enfuir au Canada, des Nez Percés tentent de le rejoindre mais se font massacrer juste avant de traverser la frontière, et seuls les Apaches Chiriwaka menés par Geronimo continuent de fuir l'armée et de faire des raids au Mexique et aux États-Unis jusqu'à ce qu'épuisés, ils se laissent capturer en 1886 et envoyés dans une réserve en Floride comme prisonniers de guerre. C'est la fin du mode de vie nomade des Indiens des plaines. Les cow-boys et les fermiers qui réussissent peu à cultiver ces nouvelles terres sont vite dépassés par des compagnies minières et seuls les peuples Navajo et Pueblo gardent leurs terres car elles sont trop arides pour intéresser les Blancs. Mais pour le reste, les conditions de vie empirent. Des internats sont créés en dehors des réserves pour séparer les enfants de leurs familles et les acculturer. Toutes les danses et cérémonies sont interdites, mais certaines nations résistent encore avec la nouvelle danse des esprits qui appelle au retour de leur tradition et à la destruction des Blancs. Mais cette danse est réprimée par le massacre de centaines de Sioux à Wounded Knee en 1890, ce qui brise l'esprit de résistance des nations des plaines et les terres des réserves continuent à être achetées par les Blancs. Et à partir de 1887, la loi sur l'allottement oblige les familles du territoire indien à s'installer comme fermiers sur de petites parcelles de terre, pour rendre le reste du territoire disponible à la vente. Mais l'argent de la vente censé revenir aux natifs disparaît, les terres fertiles sont progressivement achetées par les Blancs, et les nations ne peuvent alors plus compter que sur les rations alimentaires du gouvernement. La faim, le découragement, l'ennui et l'alcoolisme les submergent, et beaucoup partent alors en ville pour trouver un travail. Pendant ce temps, dans les États du Sud, tandis que les petits fermiers blancs et noirs croulent sous les crédits pour acheter leurs grains et leur équipement agricole, le racisme s'aggrave au point que dès 1877, les Blancs détournent la Constitution et créent des lois qui empêchent les Noirs de voter et les séparent des Blancs dans tous les domaines. C'est la ségrégation, qui se propage aussi au Nord, même si là-bas elle n'y est pas inscrite dans la loi. Le racisme grandit aussi contre les Irlandais et les Chinois qui acceptent des salaires moins élevés, initiant les premières lois anti-immigration, et de leur côté, l'industrie et la finance sont en plein essor et les grands patrons s'entendent entre eux pour maintenir des prix élevés et empêcher l'entrée de nouveaux concurrents. C'est la naissance des monopoles du pétrole, whisky, sucre, tabac ou encore de l'acier. Tout cet argent corrompt les hommes politiques et en réaction se créent de nombreux mouvements progressistes qui luttent chacun de leur côté pour les droits des ouvriers, des femmes et des Noirs. Mais pendant qu'avec la loi sur l'allottement, les terres autochtones finissent d'être saisies et exploitées, ce sont dorénavant les ressources des autres pays qui intéressent les industriels, banquiers, propriétaires terriens et politiques corrompus. C'est le début de l'impérialisme des États-Unis, dont le but principal n'est pas la conquête, sauf pour Hawaï, mais l'exploitation par les entreprises états-uniennes des ressources des pays alentours. Ils y implantent des banques, négocient avec eux des taux de douane avantageux, rachètent leurs dettes afin de contrôler leur politique financière et commerciale, et si leur présence est rejetée, ils soutiennent des groupes indépendantistes pour renverser le pouvoir et mettre à la place un gouvernement favorable qui, à Cuba, leur exporte du sucre à bas prix, aux Philippines, leur donne un ancrage commercial vers l'Asie en tant que colonie, et au Panama, les autorise à construire un canal entre les deux océans. Le président Theodore Roosevelt limite cette ingérence et lutte contre les monopoles, mais dès que Taft devient président, l'expansionnisme reprend et certains pays s'y opposent, ce qui pousse les États-Unis à aller encore plus loin en renversant eux-mêmes les présidents du Nicaragua pour exploiter ses mines, du Honduras pour contrôler le commerce de bananes et de Haïti pour protéger ses banques et ses plantations de sucre. Bien entendu, ces interventions déstabilisent les pays et provoquent une guerre sanglante contre les nations autochtones aux Philippines, une longue guerre civile au Nicaragua et carrément une révolution dès 1910 au Mexique.
Et pendant que l'impérialisme et le capitalisme ramènent des richesses, la Première Guerre mondiale commence en Europe. Et les États-Unis aident d'abord la France et le Royaume-Uni en leur vendant des vivres et des munitions, mais en 1917, alors que Pancho Villa fait des raids aux États-Unis, l'Allemagne bloque le commerce vers l'Europe et propose une alliance aux révolutionnaires mexicains. Ceux-ci refusent, mais les États-Unis recrutent quand même 2 millions de soldats pour défendre leur démocratie et aident leurs alliés à gagner la guerre. L'économie des États-Unis repart alors de plus belle avec les voitures, la radio, le cinéma, mais aussi la bourse et les crédits à la consommation, tandis que les mouvements progressistes sensibilisent sur les méfaits de l'alcool, qui finit par être interdit dans tout le pays en 1919. C'est la prohibition, donnant naissance à un vaste trafic d'alcool par des gangsters comme Al Capone. Mais la croissance dérégulée de ces années folles est basée sur la spéculation et le crédit, ce qui provoque une énorme crise économique en 1929 qui se propage dans le monde entier. Le président démocrate Franklin D. Roosevelt est alors élu président pour changer radicalement la politique des États-Unis avec son New Deal. Il réglemente l'industrie et les banques et donne des droits aux ouvriers. Il renonce à toute intervention en Amérique latine, ouvrant une ère de coopération sur le continent, et il nomme au bureau des affaires indiennes John Collier, qui met fin à l'allottement, redonne des terres libres et des pouvoirs aux nations et améliore leurs conditions de vie dans les réserves et les internats. Mais la crise mondiale de 1929 remet en question le capitalisme et met au pouvoir dans le monde des mouvements nationalistes, dont certains ont une forte volonté de conquête. Pour stopper l'expansion de l'Allemagne d'Hitler, la France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre en 1939. Mais la France est battue et instaure le régime de Vichy pour collaborer avec l'Allemagne, qui elle-même s'allie à l'Italie et au Japon, qui en profitent pour implanter des bases militaires dans l'Indochine française de Vichy. Cette expansion inquiète les États-Unis qui stoppent leur vente de pétrole au Japon et envoient des armes à son ennemi la Chine. Et en réaction, le Japon attaque par surprise leur base militaire de Pearl Harbor à Hawaï, ce qui provoque l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et la déportation de 110 000 personnes d'origine japonaise habitant le pays. Et après 3 ans de guerre, la contre-offensive russe et les débarquements alliés font capituler l'Allemagne en 1945, puis l'autre attaque russe et les bombes atomiques larguées par les États-Unis font capituler le Japon. Suite à cette guerre, 2 grandes puissances mondiales se détachent, les États-Unis avec Truman et l'Union soviétique avec Staline, chacune prônant une idéologie opposée. D'un côté, le capitalisme, basé sur la réussite individuelle et la dérégulation du marché, au risque de creuser de fortes inégalités, et de l'autre, le communisme, basé sur le travail collectif et le contrôle total de l'État, au risque d'opprimer le peuple. Chaque camp veut alors endiguer l'expansion de l'autre en ralliant le plus de pays à sa cause via une guerre d'influence appelée guerre froide. Et tandis que l'URSS occupe militairement l'Europe de l'Est et déporte des millions de suspects anticommunistes au goulag, les États-Unis étendent leur influence en dehors de l'Amérique latine. Ils arment la France contre les communistes d'Indochine qui ne veulent plus être une colonie, ils mettent de leur côté l'Europe de l'Ouest en envoyant une aide financière massive pour leur reconstruction, ils repoussent les soviétiques du Moyen-Orient et ils forment des alliances anticommunistes avec l'Amérique et l'Europe. Mais dès 1949, le communisme prend de l'ampleur. Le communiste Mao Zedong arrive au pouvoir en Chine et l'URSS parvient elle aussi à fabriquer la bombe atomique. Cela crée un grand mouvement de paranoïa aux États-Unis qui n'hésite plus, comme l'URSS, à intervenir directement dans les pays étrangers et à utiliser la propagande pour combattre le communisme. Tout d'abord, il s'engage dans la guerre contre la Corée du Nord communiste, et vu qu'en Amérique latine, des démocraties sont sur le point d'élire des gouvernements de gauche, la CIA s'y infiltre pour soutenir des coups d'État qui remplacent les démocraties par des dictateurs anticommunistes, au détriment des droits humains, ce qui mène à de violentes guerres civiles dans ces pays. Même au sein des États-Unis, la population est espionnée et les journaux manipulés. Mais la peur du communiste affecte aussi les natifs dont le style de vie communautaire ressemble pour certains trop au communisme. Dès 1953, une grande politique de fermeture des réserves appelée Termination est alors mise en place pour mettre fin aux aides fédérales et pousser leurs habitants à s'installer en ville et s'assimiler aux autres citoyens.
Mais en 1959, à Cuba, un mouvement révolutionnaire mené par Fidel Castro et Che Guevara renverse le dictateur Batista qui avait été mis en place par les États-Unis. La CIA tente de le repousser lors de la bataille de la baie des Cochons, mais elle est battue et l'URSS en profite alors pour y installer des rampes de missiles à portée des États-Unis, qui font craindre au monde une troisième guerre mondiale nucléaire. Celle-ci est évitée de justesse par des négociations menées par le président Kennedy et par l'amorce d'une politique de détente avec l'URSS et de désarmement nucléaire des deux grandes puissances. Mais les conflits continuent en Amérique latine et au Vietnam, avec le renforcement des mouvements révolutionnaires de gauche contre les dictateurs, poussant la CIA à soutenir une deuxième vague de coups d'État pour les réprimer. Malgré cela, l'action de Kennedy contre le communisme est jugée trop faible par des conservateurs, tandis que sa politique anti-ségrégation crée de violentes tensions qui lui valent d'être assassiné fin 1963. Car le militantisme des minorités se fait entendre de plus en plus. Les Noirs luttent via la non-violence, de grandes marches pacifiques avec Martin Luther King et pour certains en utilisant la force, menant à la fin de la ségrégation en 1964. Ils inspirent les jeunes natifs des différentes nations à se rassembler sous le nom d'Indiens et à faire des coups d'éclat comme l'occupation de l'ancienne prison d'Alcatraz, menant à la fin de la politique d'assimilation. Les homosexuels luttent pour ne plus être considérés comme malades et créent la Gay Pride, et les mouvements féministes obtiennent de nombreux droits. Mais pendant ce temps, les États-Unis entrent en guerre massive contre le Vietnam communiste, jusqu'à ce qu'en 1971, les Pentagon Papers dévoilent les manipulations et scandales du gouvernement dans cette guerre. Ajoutez à ça le scandale du Watergate l'année suivante, qui dévoile l'espionnage et la corruption lors de l'élection du nouveau président républicain Nixon, et la plupart des mouvements pour les droits civiques s'alignent alors dans un mouvement anti-guerre et anti-corruption. Ce qui pousse Nixon à sortir progressivement de la guerre du Vietnam, que l'armée n'arrive de toute façon pas à gagner. Mais ça ne l'empêche pas de relancer une politique interventionniste en dehors du Vietnam, en soutenant Israël dans sa guerre contre la Syrie et l'Égypte, poussant les pays de l'OPEP à ne plus lui exporter de pétrole, et en soutenant lui et son successeur une troisième vague de coups d'État en Amérique latine contre de nouvelles démocraties de gauche. Le renversement le plus connu étant celui du président chilien Salvador Allende, qui voulait créer une démocratie socialiste et nationaliser les entreprises étrangères qui détiennent les ressources du pays. La CIA organise alors un coup d'État avec ses opposants qui met au pouvoir le dictateur Pinochet, ce qui transforme le Chili en un laboratoire pour tester les nouvelles théories de libre marché contre l'inflation, qui relance les investissements étrangers mais détruit l'économie locale du Chili, et en un centre de renseignement anticommuniste de la CIA avec l'opération Condor, provoquant la disparition et la torture de centaines de milliers de personnes dans toute l'Amérique latine. Ces scandales mettent au pouvoir le démocrate Jimmy Carter qui veut mettre fin à l'interventionnisme, mais la prise de pouvoir de révolutionnaires au Nicaragua, en Afghanistan et en Iran provoque des guerres et une hausse des prix du pétrole qui remettent au pouvoir les conservateurs avec Ronald Reagan pour s'opposer à l'État-providence et relancer les interventions. Il soutient alors toutes les révolutions anticommunistes dans le monde, en donnant de l'argent et des armes à de nombreux groupes censés déstabiliser les régimes en place. Il finance les Moudjahidines afghans contre les soviétiques, l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran, et en Amérique latine, des armées contre-révolutionnaires comme les Contras qui deviennent hors de contrôle. Mais l'économie de l'URSS va mal et les révolutions anticommunistes de ces républiques mènent à sa chute. Les États-Unis n'ont alors plus besoin de dictateurs anticommunistes en Amérique du Sud et encouragent donc les pays à redevenir des démocraties. Ce qui justifie d'ailleurs un nouveau coup d'État au Panama contre un dictateur qu'ils avaient eux-mêmes placé. Mais ces nouvelles démocraties s'accompagnent de traités de libre-échange qui sont très défavorables au pays, comme à Haïti et au Mexique, où des millions de paysans ne peuvent plus concurrencer le riz et le maïs bon marché des États-Unis et doivent alors vendre leurs terres et émigrer en masse pour trouver un travail. Et au Moyen-Orient, les nombreux groupes qui avaient été financés par les États-Unis lors de la guerre contre les Soviétiques gagnent en puissance et maintiennent les régions dans l'instabilité, ce qui ne plaît pas aux États-Unis qui y possèdent de forts investissements dans le pétrole. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, les prix du pétrole montent, ce qui pousse Bush père à faire une guerre éclair à l'Irak, et pendant ce temps, Ben Laden et son groupe Al-Qaïda dénoncent l'installation des soldats US en Arabie Saoudite comme une occupation et s'allient aux talibans d'Afghanistan pour faire plusieurs attentats contre les États-Unis jusqu'à celui du 11 septembre 2001.
ce qui lance le nouveau président Bush fils dans une guerre éclair contre Al-Qaïda en Afghanistan, qui tombe en quelques mois. Mais cette victoire est trop rapide pour contenter le besoin de revanche des États-Unis. C'est pourquoi Bush accuse Saddam Hussein d'abriter et de financer les terroristes pour prolonger la guerre à l'Irak, puis contrôler le pays et son pétrole, créant de nouveaux groupes armés anti-États-Unis, d'où émerge l'État islamique en 2014. Et du côté des États-Unis, en 2008, une nouvelle crise économique se propage dans le monde entier et creuse les divergences entre républicains et démocrates, sur des questions comme les discriminations raciales, l'immigration, l'influence des États-Unis dans le monde ou encore les transitions énergétiques et numériques avec les métaux rares. Quant aux luttes pour les droits des minorités, elles continuent d'alterner entre avancées et reculs, et malgré l'amélioration de leurs droits, les natifs des réserves sont toujours les plus exposés à l'isolement, le manque d'eau, la mise en danger de leurs sites sacrés, ou encore à la pauvreté et l'alcoolisme, bien que certains s'en sortent bien avec les casinos et le tourisme. Et voilà pour l'histoire du territoire où se situent actuellement les États-Unis d'Amérique. Cette vidéo m'a demandé plus de 2000 heures de travail de synthèse et de création de cartes. Donc si ce contenu t'a intéressé et que tu souhaites le valoriser, tu peux t'abonner à la chaîne ou faire un don via les plateformes Tipeee, Utip ou YouTube, afin de rendre possible de nouvelles vidéos de ce type. Bien sûr, ceci est un résumé de l'histoire des États-Unis et il y a énormément d'autres choses à dire, mais heureusement, les commentaires sont faits pour ça. Alors, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!